Chers compatriotes, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé ma vidéo du 17 mars 2017 sur YouTube intitulée « Coup de tonnerre dans la présidentielle », soit près de 32 000 personnes à ce jour, ce qui est un succès auquel je ne m'attendais pas. Sachant que de nombreux électeurs sont encore indécis quant au choix de leur candidat pour cette élection présidentielle de 2017, je me suis demandé comment je pourrais leur être utile puisque je ne veux soutenir aucun candidat. Je vous dirai pour commencer, surtout ne vous abstenez pas. Car contrairement à ce que l'on croit, s'abstenir, ce n'est pas voter pour personne. S'abstenir revient en réalité à voter pour le favori. Le seul candidat qui profitera de votre abstention, c'est automatiquement celui qui arrive en tête des intentions de vote. Et c'est mathématique. Car si vous aviez voté pour un autre, vous l'auriez affaibli. Si vous ne votez pas, c'est lui qui en profite, inéluctablement. Alors, si vous ne parvenez pas à choisir, le moindre mal, c'est de voter blanc. Je sais bien que les votes blancs ne sont pas pris en compte dans le résultat, mais ils sont néanmoins comptabilisés. Et si les votes blancs sont très nombreux, c'est tout de même un avertissement donné à la classe politique tout entière. C'est, de la part de l'électeur, un témoignage de frustration et d'insatisfaction devant les programmes qui lui sont proposés. Cela dit, dans cette élection présidentielle si particulière de 2017, il y a un grand danger que les Français doivent, à mon avis, absolument éviter. Un clash qui pèserait terriblement sur notre avenir à tous. Et il est malheureusement défendu par un certain nombre de candidats qui n'ont certainement pas mesuré les conséquences dramatiques qu'engendrerait ce qu'ils proposent. Je vous parle du Frexit, c'est-à-dire de la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro, à laquelle l'Union ne survivrait pas. Si vous en êtes partisan, ce qui est votre droit, je vous en conjure, ne prenez pas la fuite. Écoutez ce que j'ai à vous dire, après quoi vous prendrez vos responsabilités. Pour juger correctement l'évolution de la civilisation européenne, il faut remonter dans l'histoire jusqu'à la plus haute antiquité. Car notre nation n'est pas née, contrairement à ce que croient nos catholiques les plus naïfs, avec la fausse conversion de Clovis au catholicisme à la Noël 497. Notre nation est née en réalité il y a près de 30 siècles, sur les bords du Danube, où naquit et se développa la civilisation celtique, laquelle, grâce à sa prospérité industrieuse et à l'extension démographique qui en résulta, s'étendit sur toute l'Europe, de Lisbonne à Varsovie et de Dublin à Odessa. Les Celtes créèrent la Gaule, devenue la France après Clovis, mais aussi ce que les Romains appelaient la Gaule cisalpine, c'est-à-dire pour eux, de ce côté-ci des Alpes, qu'ils différenciaient ainsi de la Gaule transalpine, de l'autre côté des Alpes, devenue la France. La Gaule cisalpine couvrait tout le nord de l'Italie, au-dessus de la vallée du Pô. C'est ainsi que Turin, Milan, Pavie, Vérone, Mantoue, Bologne, Padoue, Venise, entre autres, furent des cités gauloises. Or, il se produisit, voici environ 25 siècles, une terrible rupture dans la grande famille européenne. Deux grands peuples, jusque-là associés, et qui se considéraient comme frères, les Germains et les Gaulois, entrèrent en conflit, sans doute pour des rivalités économiques ou territoriales, à laquelle s'ajoutaient de fortes différences culturelles et psychologiques dont on peut retrouver la trace dans leurs mythologies respectives. Il faut étudier les mythologies des anciennes nations pour bien les connaître, car une mythologie n'est rien d'autre que la projection dans l'imaginaire du tempérament d'un peuple et de ses traits de caractère qui généralement demeurent inchangés au fil des siècles. Il n'est pas inutile, par exemple, de se souvenir des caractéristiques du Walhalla, le paradis germanique, où les guerriers morts au combat sont accueillis par les Valkyries qui leur versent à boire dans les crânes de leurs ennemis, et où ils continuent de se battre jour après jour, comme si la guerre continuelle était une félicité sans pareille. Quelle différence avec le paradis des Celtes, cercle d'existence où l'être vit une vie nouvelle, dans un état que nul ne peut imaginer et que les Celtes nommaient espace blanc, le blanc symbolisant ce qui est pur, sacré, heureux. Le terme se disait Vindomagos en vieux celtique, d'où l'irlandais Findmag, le gallois Gwenfa et le breton Gwenva. Mais au fait, pourquoi le peuple qui se donnait dans sa propre langue le nom de Teuton
de l'indo-européen teutonos signifiant ceux de la tribu, lequel a donné aux Allemands le nom actuel de leur pays, Deutschland, les lettres D et T étant permutables. Oui, comment ce peuple a-t-il pris aussi le nom de Germain? Eh bien, ce sont les Gaulois qui les nommèrent ainsi, car ils les considéraient comme leurs frères de race, et que Germain signifie né du même germe. C'est pourquoi vous nommez cousins germains les enfants de vos oncles et de vos tantes, car eux et vous avez les mêmes grands-parents. Cette antique rupture entre ces deux peuples frères fut la source de toutes les tragédies de l'histoire européenne, et c'est un fait que l'on ne doit jamais oublier. Au Ve siècle, la chute de l'Empire romain favorisa les grandes invasions germaniques, dont celle des Francs de Clovis. Vous connaissez la suite. Car Gaulois et Germains allaient s'entretuer durant plus de 20 siècles, jusqu'aux deux épouvantables guerres mondiales qui firent des dizaines de millions de morts. Et il serait d'une coupable naïveté de croire que cela ne pourrait jamais se reproduire. Si nous sommes en paix en Europe depuis 70 ans, c'est parce que deux hommes exceptionnels, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, surent, dès 1958, initier de concert une magnifique réconciliation et constituer solidement le couple franco-allemand. Depuis lors, tous les présidents français et tous les chanceliers allemands sans exception, et quelle que soit leur couleur politique, surent entretenir et fortifier ensemble cette amitié franco-allemande ou gallo-germanique, autour de laquelle se construisit l'Union européenne. Alors, Français, je vous en conjure, ne touchez pas à cet édifice. Réformons l'Union européenne, mais ne l'abandonnons jamais. Certains semblent croire que la paix au sein de l'Europe nous est assurée à jamais. Demandez donc à vos grands-parents ou arrière-grands-parents quel était l'état d'esprit de nos peuples après l'armistice du 11 novembre 1918. Plus jamais ça, entendait-on de toutes parts. C'est fini, c'était la der des der. Jamais une guerre aussi horrible ne pourrait encore survenir. Dans les années 1920, de multiples amitiés se nouèrent entre jeunes Allemands et Français, surtout chez les étudiants. Tous étaient convaincus que l'ère des affrontements sanglants entre Européens était terminée pour toujours. Hélas, il n'en était rien, car en 1933, Hitler devint chancelier de l'Allemagne. Beaucoup de gens se sont demandé, et se demandent encore, comment expliquer l'ascension fulgurante d'Adolf Hitler. Pour cela, il faut d'abord être objectif. Hitler était un instable, un désaxé, un déséquilibré, mais il n'était pas sans génie. Excellent tribun, il savait fasciner les foules. Il sut parfaitement exploiter le désarroi et l'humiliation du peuple allemand, réduit à la précarité par le maladroit traité de Versailles, ainsi que l'antisémitisme latent diffus en Europe. Mais il sut également redonner vie au vieux mythe germanique du Walhalla, en s'appuyant notamment sur la musique exaltante de Richard Wagner, qui le plongeait lui-même en transe. Le philosophe francophile Friedrich Nietzsche, dont Hitler osa parfois se réclamer, fut un ami de Wagner, mais il rompit avec lui lorsqu'il découvrit à quel point Wagner était antisémite. Nietzsche, qui décéda en 1900, admirait le talent du grand compositeur, mais il avait eu cette phrase prophétique: « La musique de Wagner fait entrer la fange en ébullition ». Et c'est cette musique tonitruante qu'Hitler utilisait systématiquement au cours des grands congrès nazis de Nuremberg. Mais revenons à notre actualité. Pourquoi croyez-vous que Vladimir Poutine a si aimablement reçu Marine Le Pen à Moscou? Et pourquoi croyez-vous qu'une longue interview de François Asselineau pour la télévision russe a été massivement diffusée dans les médias de toute la Russie? La raison en est que Vladimir Poutine est tout content d'avoir trouvé ces idiots utiles, car il rêve chaque nuit du Frexit. La hantise de Poutine est en effet que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, échappant ainsi à son influence et à ses pressions. Ah, si l'Union européenne pouvait exploser grâce au Frexit, je vous garantis qu'on sablerait le champagne au Kremlin. Je ne mets en doute ni la sincérité ni la bonne foi de ceux qui réclament le Frexit. Je ne mets en doute que leur lucidité. Et je terminerai sur cette citation du grand poète allemand Goethe: « Ceux qui ne comprennent pas le passé sont condamnés à le revivre. » Merci de m'avoir écouté et à bientôt.